m'appelle Damien Bonnet, je suis cardiologue congénitaliste à Necker Enfants Malades. Et aujourd'hui, on va avoir deux parties de cours. La première, on va parler de génétique des malformations cardiaques. C'est un cours en grande partie culturelle, la génétique des malformations cardiaques. Mais vous allez voir que ça peut avoir un intérêt, enfin, ça a même un intérêt pour comprendre un certain nombre de malformations et les liens qui sont présents entre elles, à la fois sur le plan du diagnostic, mais aussi de leur mécanisme et de leur physiologie. Et puis ensuite, on fera une deuxième partie qui sera un peu plus pratique sur la physiologie appliquée également à la morphogénèse, ce qui permettra de réviser brièvement ce qu'on sera dit en anatomie et aussi vous avez fait embryologie, j'imagine aussi, anatomie, embryologie et physiologie périnatale. De mettre ça en pratique et de vous montrer là aussi les liens qui existent entre eux. Donc, si on commence par la génétique, on va d'abord commencer par des choses un petit peu anciennes, je vais dire, qui sont la génétique formelle et les liens qui existent entre génétique et syndrome. Donc, ça sera la première partie. Et la deuxième partie, j'évoquerai la génétique des cardiopathies isolées. Donc, en termes d'épidémiologie, l'incidence, tout ça, vous le savez bien. Ce qu'on sait aujourd'hui en termes d'association morbide, c'est que à peu près un tiers, ou un peu moins d'un tiers, des cardiopathies congénitales est associé à soit des anomalies cytogénétiques, soit des malformations extracardiaques, soit les deux. Et ces malformations cardiaques surviennent dans un contexte syndromique, donc dans cette proportion-là. Donc ça veut dire que dans notre métier, par exemple, si on fait un truc pratique, si vous faites une consultation, moi voilà, j'ai fait une consultation hier, j'ai vu 30 malades, en toute logique, il y a 3 enfants qui ont la trisomie 21. D'accord, c'est 10%. Et dans ces 30 malades, il y en a 10 qui ont des syndromes. Bah oui, il suffit de regarder les noms, ils ont tous des syndromes. Enfin, un tiers a des syndromes, puis en plus, quand on travaille dans un CHU, pour moi, c'est à peu près la moitié qui sont syndromiques. Donc, ça veut dire que la connaissance du lien entre certaines malformations plus ou moins spécifiques ou certains groupes de malformations et les syndromes est quelque chose qui fait partie de l'exercice du cardiologue congénitaliste. Et on va voir ça en évoquant brièvement les syndromes. Le deuxième aspect, mais qui est probablement beaucoup moins prégnant, j'essaierai de vous faire comprendre dans la deuxième partie du cours, c'est la génétique des cardiopathies congénitales isolées. C'est-à-dire que les cardiopathies congénitales, pour dire quelque chose de très provocateur, c'est exceptionnellement des maladies héréditaires. On considère aujourd'hui que c'est à peu près 1% des cas. Donc, ce qui est marqué pour généralement justifier les démarches de génétique, c'est que comme la population vieillit, qu'on a aujourd'hui une proportion d'adultes qui a dépassé en termes de prévalence, la proportion des enfants, le conseil génétique est devenu quelque chose de fondamental, foutaise. D'accord ? On va essayer de montrer que c'est effectivement une foutaise. Sauf bien sûr dans certains cas, mais qui sont essentiellement les formes syndromiques. Donc bien sûr, il n'est pas question de connaître tous les syndromes, parce que si vous regardez la base de données OMIM ou les autres bases de données syndromiques, il y a un peu plus aujourd'hui j'ai mis 600 sur la diapo, mais il y a à peu près 1000 entrées syndromiques avec les cardiopathies congénitales. Donc, on va évoquer les 4-5 syndromes les plus fréquents, surtout pour savoir ce qu'ils apportent en termes de connaissances. Dans les causes, ou ce qu'on pourrait appeler les facteurs de risque de malformation cardiaque, il y a bien sûr des facteurs de risque génétiques, et c'est ce que je vais évoquer tout à l'heure, mais il y a d'autres facteurs de risque que les facteurs de risque génétiques, qui sont des facteurs de risque environnementaux. Et ces facteurs environnementaux, ils ont aussi leur importance, et on en discutera dans une partie du cours, sur les notions d'épigénétique. Et on sait, par exemple, que l'alcool est une cause de malformation cardiaque, parce que ça va donner le syndrome d'alcoolisme fœtal, donc, qui est un syndrome polymalformatif, mais dans lequel il y a souvent des atteintes cardiaques. Donc, ça va perturber le développement de plusieurs organes, le cerveau, le cœur, mais aussi d'autres structures, et va donner un syndrome assez typique d'alcoolisation fœtale. Et de façon plus récente que l'alcool, on sait aujourd'hui que le tabagisme maternel, par exemple, est un facteur de risque important de tératogénicité cardiaque. Ça a été démontré très bien. Bien sûr, certains médicaments, c'est marqué sur la boîte, enfin en tout cas on l'espère, et certains virus, comme par exemple la rubéole, c'est pour ça qu'on vaccine les femmes, mais aussi les hommes, contre le virus de la rubéole, pour prévenir l'embryophétopathie rubéolique qui va donner des cardiopathies, sténose des branches pulmonaires, canal artériel persistant, etc. Et puis, il y a eu à une certaine époque des pesticides qui font aujourd'hui partie de l'environnement, et il y a un certain nombre de régions du monde où les pesticides sont une cause forte de tératogénicité cardiaque.
Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'études épidémiologiques qui cherchent à regarder le lien entre certains toxiques présents dans les sols, dans les aliments ou chez les animaux qui vont donner ça. Et puis, il y a des nouveaux facteurs de risque qui ont été identifiés ces dernières années, qui sont connus depuis, on va dire, un peu moins d'une dizaine d'années, ou pour certains un peu plus. Donc, l'obésité maternelle, par exemple, facteur de risque majeur de malformation, et en particulier de malformation cardiaque. Donc, obésité, tabagisme, c'est important. Et ce n'est pas médié par le diabète gestationnel ou le diabète maternel, c'est vraiment une cause en soi. Et puis, donc ça, c'est vrai dans les pays développés où l'incidence et la prévalence de l'obésité maternelle sont fortes. Et dans certains pays, par exemple d'Afrique subsaharienne, l'administration d'antirétroviraux chez les mamans qui sont, ou futures mamans qui sont séropositives pour le HIV, eh bien, a aussi une tératogénicité. Donc, ce qui fait que les modifications de prévalence, d'incidence d'abord, puis de prévalence de malformations cardiaques, sont influencées par des facteurs de risque différentiels en fonction des régions du monde. Et donc, il y a pas mal de travaux qui sont en cours, par exemple, sur les nouveaux antipaludéens de synthèse aussi, pour la tératogénicité cardiaque dans l'Afrique subsaharienne, essentiellement dans la bande immédiatement subsaharienne. Quand vous regardez les textbooks, et j'ai mis cette diapositive parce que je n'aime pas du tout la façon dont elle est rédigée dans ce papier qui est paru cette année, là, en février 2021, enfin l'année dernière, pardon, où ils décrivent des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc, effectivement, on peut supprimer l'administration d'un médicament tératogène avant la grossesse, si la maman peut s'en passer, bien sûr. On peut essayer d'arrêter de fumer, bien sûr, il ne faut pas boire pendant la grossesse, tout ça, c'est marqué. Des déficits alimentaires, vous savez qu'il y a toute une discussion sur la prévention par les folates, en particulier des anomalies du tube neural, mais pour les cardiopathies, ce n'est pas complètement tranché, mais aux États-Unis, on donne des supplémentations systématiques en acide folique aux femmes enceintes pour diminuer l'incidence des malformations cardiaques. Et puis, ils ont marqué à droite des facteurs non modifiables. Par exemple, l'infection, si, en tout cas, c'est peut-être pas modifiable quand on l'a, mais en tout cas, on peut le prévenir par les infections par le virus de la rubéole, la présence d'anticorps dans certaines maladies systémiques qui va donner les blocs auriculo-ventriculaires humains, par exemple. Vous verrez ça dans certains cours. Donc là aussi, il y a des mécanismes de prévention en utilisant le plaquenil, par exemple, pour éviter les récurrences. Les désordres métaboliques, effectivement, la phénylcétonurie, aujourd'hui, elle est dépistée de façon systématique, donc on ne devrait plus avoir de femmes phénylcétonuriques qui ne sont pas mises sous régime pendant la grossesse, parce que sinon, cette maladie métabolique va avoir des conséquences dramatiques chez le fœtus. Mais donc, ça a existé encore. Il y a certaines régions de France, dans la fin des années 70, donc maintenant, normalement, il ne devrait plus y avoir beaucoup de grossesses de femmes de cet âge-là, mais dans lesquelles le dépistage n'était pas déployé de façon totale. Donc, on a vu, au début des années 2000, encore des nouveau-nés de mères phénylcétonuriques. Et toutes ces formes-là, elles sont intéressantes dans un cours de génétique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles peuvent mimer une récurrence familiale. La maman a la phénylcétonurie, elle a 3 enfants successifs qui sont microcéphales avec une cardiopathie congénitale. On va dire, tiens, il y a un syndrome. Alors, c'est juste une maladie maternelle, qui est une maladie qui va donner de façon environnementale, et non pas parce qu'on transmet une altération du génome, mais va transmettre cette tératogénicité, va s'appliquer à chacune des grossesses et va mimer une récurrence familiale d'origine génétique, en l'occurrence une récurrence dans laquelle la mère n'est pas atteinte elle-même, n'a pas de cardiopathie. Et puis, le dernier sujet, je vais en parler un petit peu à l'occasion de la trisomie 21, c'est qu'il y a, en fonction de l'ethnie, et bien sûr du fond génétique, un certain nombre de variations qui sont importantes à connaître pour comprendre en fait très globalement la génétique des malformations cardiaques. Donc, si on commence par on va dire des choses banales, je vais essayer pour chacun des sujets de vous montrer ce que ça sous-entend en termes de compréhension. Et surtout pas de dire que dans tel syndrome, il y a telle malformation, ça on s'en fout, ce n'est pas un cours de DIU. Un cours de DIU, c'est un cours où normalement vous avez déjà toutes les bases et vous faites de la cardiologie congénitale à temps plein. C'est ça l'enseignement ici. Donc, les bases, vous les connaissez. Donc, la trisomie 21, comme je vous ai dit, c'est 10% des enfants qu'on voit en consultation. Les anomalies cytogénétiques, c'est 15%. Si on retire ceux qui sont morts, c'est-à-dire les 13 et les 18, les trisomies 13 et 18, et puis les autres grandes anosomies
qui peuvent donner des anomalies létales, eh bien, il va rester 15% de naissances vivantes avec des anomalies chromosomiques, dont 10% sont des trisomies 21. Donc, ça représente ça comme nombre. Mais dans la trisomie 21, il faut savoir qu'il n'y a que la moitié des enfants qui ont une malformation du cœur. Donc, à peu près. Et quand on essaie de comprendre ça, on peut déjà commencer à regarder s'il y a des variations ethniques, ou en fonction des régions du monde, si vous préférez, ou du fond génétique, du type de malformation qu'on va observer dans la trisomie 21. Et donc, pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce que si on regarde la trisomie 21, et on va dire il y a la moitié des enfants qui ont une malformation du cœur et l'autre qui n'a pas de malformation du cœur. Pourtant, ils ont tous une trisomie 21 libre. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on explique qu'en ayant, on va dire, le même nombre de gènes, même si ce n'est pas en nombre normal, il n'est pas un phénotype qui soit identique? Et ça, c'est une question qui va être assez fondamentale, y compris pour toutes les malformations, on va dire, en gros, dans tous les mécanismes de développement. Mais en prenant l'exemple de la trisomie 21, on va déjà balayer un certain nombre de ces problèmes. Donc, un certain nombre de gens ont dit, ben, en fait, ceci, c'est lié à des variations dans la région cardiaque critique du chromosome 21. Vous savez qu'on peut cibler les régions du chromosome 21 qui sont impliquées dans le développement du cœur, et donc à partir de modèles de trisomie 16 de souris, on identifie sur le chromosome 21 ce qu'on appelle la région cardiaque critique. Elle est donc en 3 exemplaires, et il y a eu beaucoup de travaux qui ont cherché à identifier les variations des gènes de cette région cardiaque critique pour dire, ben, en fait, ceux qui ont des malformations, ils ont des gènes différents de ceux qui n'ont pas de malformations. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le truc. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, ce tableau, il est un petit peu compliqué, mais on le regarde ensemble simplement. Si vous regardez la ligne du haut, c'est canal atrioventriculaire complet, n'importe quel type de canal atrioventriculaire, ANI, AVSD. Ensuite, les CIA ostium secundum, ASD2 et VSD, c'est CIV. Et si vous regardez maintenant en fonction du sexe, donc vous voyez qu'il y a, c'est en odds ratio, hein, donc en fonction du sexe, il y a déjà une variation. Donc c'est assez curieux. En fonction du sexe de l'enfant, il y a plus, les communautés. Le type de cardiopathie n'est pas le même. D'accord? Il y a plus, chez les filles, il y a plus de CAV complet que chez les garçons. Et il y a plus de CAV globalement. Et ensuite, en fonction de l'origine ethnique de la maman, donc c'est les caucasiens, les patients, les mamans noires, les mamans d'origine hispanique, c'est un papier américain, et les mamans d'origine asiatique. Et donc on voit que si on prend comme référence les caucasiens, eh bien, il y a 2 fois plus de canaux atrioventriculaires complets quand la maman est noire. Et il y en a 2 fois moins quand la maman est d'origine hispanique ou d'origine asiatique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce n'est pas le chromosome 21, ce n'est pas des gènes sur le chromosome 21 qui vont dire qu'on a ou pas un canal atrioventriculaire. Et si vous regardez après, même si c'est moins puissant comme démonstration, c'est vrai pour les autres cardiopathies, c'est le fond génétique, c'est-à-dire que c'est les autres chromosomes et les gènes de développement sur les autres chromosomes qui vont influencer l'expression de la région cardiaque critique du chromosome 21. Pour faire plus simple, ça veut dire que pour avoir un canal atrioventriculaire dans une trisomie 21, ben, si vous avez un fond génétique asiatique, les autres gènes sur les autres autosomes, sur les autres chromosomes, que ce soit les chromosomes sexuels, puisqu'il y a une influence du genre, ou les autres autosomes, vont jouer un rôle dans le fait que vous exprimez la malformation ou pas, d'accord, dans votre phénotype. Et donc, pour faire plus simple, ben, les malformations cardiaques, y compris dans les formes syndromiques, sont des maladies polygéniques. Ce n'est pas un seul gène qui va donner une malformation, c'est plein de gènes. Et c'est pour ça que ce n'est pas héréditaire de façon simple. Est-ce qu'on est capable de confirmer ça? Ben, si on regarde ça, on va voir, est-ce que cette table nous apprend autre chose? Là, il y a les caucasiens, les patients noirs et les patients d'origine hispanique. Il n'y a plus les asiatiques. Et ça, c'est l'origine de la maman. Mais ce qui est important, c'est birth country.
où est-ce qu'elle est née. Donc, où est-ce qu'elle est née? Ça veut dire que si elle est née, encore une fois, c'est un papier américain, si ce n'est pas une critique, hein, c'est juste pour comprendre, si elle n'est pas née sur le territoire américain, ça veut dire que ces gènes n'ont pas été mélangés à ceux qui vivent sur le territoire américain. Donc, il n'y a pas eu de mixing du patrimoine génétique. Elle n'est pas afro-américaine, elle est d'origine africaine. Et donc, si vous regardez bien, vous voyez que quand c'est Black US, à ce moment-là, la proportion de canaux atrioventriculaires complets, c'est 20%. Et quand c'est Black Other, c'est-à-dire ce n'est pas afro-américain, mais africain, et bien à ce moment-là, c'est 40% de CAV. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est bien le fond génétique, l'origine ethnique, qui va influencer le phénotype cardiaque dans la trisomie 21. Et si ça fait longtemps que vous vivez aux États-Unis, même si vous êtes d'origine africaine, eh bien, en fait, il va y avoir, au fur et à mesure des générations, un mix avec les gènes qui sont présents localement, et vous allez diminuer ce risque d'avoir un CAV complet associé à la trisomie 21. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? On peut dire que c'est important culturellement, on peut en parler dans un dîner, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un diagnostic anténatal de CAV complet chez une maman qui est d'origine africaine, bon, même si elle a 30 ans, par exemple, avec un risque très modéré de trisomie 21, la probabilité qu'il y ait une trisomie 21 est beaucoup plus élevée que si vous faites le diagnostic de CAV complet chez une maman d'origine chinoise. D'accord? Et la proportion de CAV ne va pas être la même. Ça, c'est facile parce que tout le monde va dire pour CAV, on va faire un cariotype parce que c'est la trisomie 21. Et si c'est une CIV, si vous avez une CIV périmembraneuse, par exemple, qui représente plus de 50% des cardiopathies congénitales de la trisomie 21 en Chine, comment vous allez faire? Il faut piquer toutes les CIV périmembraneuses qu'on voit en anténatal? Ben, peut-être oui, mais peut-être plus si c'est une maman chinoise. Donc, ce n'est pas sans avoir d'impact sur le raisonnement. On peut avoir des raisonnements qui sont très globaux, c'est ce que j'appelle appliquer des recettes. Mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de suivre un enseignement. Il suffit de regarder je dirais dans un textbook tout simple et d'être un technicien. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est que le fond génétique va influencer ça. Et bien sûr, les travaux de ce groupe ont été poursuivis. C'est un grand consortium sur cardiopathie et trisomie 21 qui nous a déjà appris beaucoup de choses. Et là, c'est juste pour montrer qu'en fonction du type d'allèle, c'est un tableau qui est un petit peu difficile à lire, mais donc plus on a d'allèles d'origine africaine, plus on a de risque d'avoir un canal atrioventriculaire complet quand on a une trisomie 21. D'accord? Et moins on a d'allèles d'origine africaine, même si on a la peau noire, hein, si on est afro-américain depuis 2 siècles, eh bien, à ce moment-là, on a moins de risque d'avoir un canal atrioventriculaire. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, la trisomie 21? Ça nous apprend que l'expression du phénotype en fonction des gènes qu'on a, c'est un phénomène avec un seuil qui va être influencé par notre patrimoine génétique, avec éventuellement l'influence d'un gène majeur. Et par-dessus, il va falloir avoir des gènes mineurs pour qu'on exprime le phénotype. Donc, si on prend par exemple un patient eusomique avec une cardiopathie congénitale, ben, c'est ce qui est représenté, c'est les différentes couleurs de l'histogramme à gauche, de la colonne de gauche. Il faut plusieurs gènes qui accumulent leur rôle pour dépasser le pointillé qui est le seuil où la cardiopathie apparaît. C'est l'hérédité polygénique. Pour la trisomie 21, le fait d'avoir 3 chromosomes 21, enfin, le chromosome 21 en 3 exemplaires, pardon, n'est pas suffisant, on ne dépasse pas le seuil. Il faut, pour pouvoir exprimer le phénotype, qu'il y ait un modificateur, ou plusieurs modificateurs, qui vont venir faire qu'on va avoir un phénotype cardiaque. Et ceci est vrai, pas que pour la phénotype cardiaque, c'est vrai aussi dans la trisomie 21, pour tous les autres types d'anomalies. Que ce soit donc, les cardiopathies en haut, la maladie de Hirschsprung, par exemple. Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai aussi pour l'hypertension artérielle, sauf que l'hypertension artérielle, c'est les micro-RNA, ce n'est pas des variations
dans certains gènes. C'est vrai pour le déclenchement de certaines leucémies précoces de la trisomie 21 que vous connaissez, ou pour le développement de la démence précoce des patients qui ont la trisomie 21. Tout ça, c'est lié à des variations dans des gènes qui sont connus et qui sont listés, par exemple, comme pour l'Alzheimer, la polypoprotéine E, par exemple, qui joue un rôle fondamental dans le neurodéveloppement, y compris dans d'autres cardiopathie congénitale. Donc, le diagnostic de la trisomie 21, c'est facile, ça, je vais zapper ce truc-là. Le diagnostic prénatal, on le fait souvent, la diapo n'est pas très brillante, mais en hybridation in situ. Hein, donc là, on voit les 3 spots dans le chromosome, dans la cellule. Et le type de cardiopathie, je vous ai dit, c'est des canaux atrioventriculaires dans leurs différentes formes. Et ici, chez ce patient-là, c'est un canal atrioventriculaire. Oui, ça ne passe pas très bien la vidéo quand même, hein, avec une communication interventriculaire de l'inlet que vous voyez là, qui est une communication interventriculaire de l'inlet isolée dans un CAV donc, qui se voit dans la trisomie 21. Le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, là aussi, je ne fais pas l'affront de décrire ce que c'est et comment ce qui se passe dedans. Donc, il n'y a qu'un seul chromosome X. Vous savez qu'il y a beaucoup de variations génétiques et des équivalents, on va dire, cytogénétiques et moléculaires du syndrome de Turner, avec plus ou moins de variations dans le gène CHOX qui va avoir un rôle fondamental dans ce syndrome. Donc, ça, c'est juste les variations karyotypiques qu'on peut observer. Il faut savoir quand même que le diagnostic peut être tardif chez certains patients qui ont des anomalies du cœur gauche, certaines patientes pardon, qui ont des anomalies du cœur gauche. Le diagnostic peut aussi être très précoce, soit anténatal, justement, sur ces cardiopathies obstructives du cœur gauche, chez les fœtus de sexe féminin, ça pose tout un problème, toute une série de problèmes éthiques pour savoir s'il faut faire le diagnostic en anténatal ou pas. Et puis, on peut faire le diagnostic néonatal aussi sur cette présentation clinique que les pédiatres connaissent bien. Et donc, quel est le problème du syndrome de Turner? Le problème, c'est surtout pas celui des cardiopathies précoces. Ça c'est pris en charge exactement de la même façon que chez les autres enfants. Le problème du syndrome de Turner, c'est l'hypertension artérielle et les anévrismes aortiques. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Et ces anévrismes aortiques et cette hypertension artérielle sont bien sûr favorisés chez les patientes qui ont une bicuspidie aortique, bien sûr, mais qui ont aussi qui ont une coarctation de l'aorte, par exemple. Et donc, elles vont être d'autant plus à risque de développer ce genre d'anévrisme. Pourquoi c'est important et pourquoi j'ai évoqué les anomalies cytogénétiques qui ne sont pas des absences complètes de X? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de femmes Turner ont des utérus ou éventuellement peuvent être enceintes. Et donc, si elles sont enceintes, eh bien, le risque de dissection aortique, si on ne les a pas dépistées, est un risque majeur. Et donc, ça veut dire qu'il y a chez les femmes qui ont un syndrome de Turner, d'abord une nécessité de les examiner sur le plan cardiaque au moins une fois pour savoir si elles ont les facteurs de risque que j'ai cités, c'est-à-dire coarctation bicuspidie, si ça n'a pas été diagnostiqué avant, et puis ensuite de les surveiller. Et si elles peuvent avoir une grossesse, même si ça peut être compliqué, etc., il faut les surveiller étroitement parce qu'elles ont un risque, bien sûr, de dissection aortique. Et ce risque de dissection aortique, les séries ne sont pas très longues dans la littérature, mais il y en a quand même pas mal. Vous voyez que c'est un risque qui est précoce. Hein. Le risque de dissection aortique, c'est plutôt des quadraquinquas. C'est plutôt même des quinquas dans la population générale. Et là, c'est des femmes qui sont entre 20 et 40 ans. Les pics, c'est plutôt 20-30 ans de dissection aortique chez la femme Turner et avec des diamètres de l'aorte. Donc, vous voyez dans le syndrome de Turner, qui sont en termes de diamètre en centimètres carrés de diamètre de l'aorte, de surface de l'aorte par rapport au mètre carré de surface corporelle. On va dire qu'ils ne sont pas tellement différents des autres, mais avec un risque de dissection qui devient très important dès qu'on dépasse 2,5 cm² par mètre carré. Donc beaucoup plus bas que le risque théorique de dissection. Et donc, il y a des recommandations qui sont, ça c'est les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui dit que, donc c'est une recommandation de classe 2A, qu'il faut remplacer l'aorte chez les femmes Turner de plus de 16 ans, qui ont, donc bien sûr c'est classe de niveau C, qui ont plus de 25 mm ou 2,5 cm² par mètre carré d'aorte. Et quand elles ont des facteurs de risque associés,
quand elles ont des facteurs de risque associés. Et quand elles n'ont pas de facteurs de risque associés, c'est une recommandation de type 2B. Donc, le syndrome de Turner, il faut faire bien sûr le diagnostic, il faut les surveiller. Et si elles peuvent être enceintes parce qu'elles ont des variations cytogénétiques qui permettent une grossesse, eh bien à ce moment-là, il faut être très prudent et beaucoup anticiper les réparations. Le syndrome de Noonan, comme vous le savez, c'est un syndrome qui fait partie du groupe des rasopathies. Donc c'est plein de gènes de la voie race, et donc qui sont à la fois des gènes de développement, des gènes de cancer. Et c'est le phénotype, là encore, vous le connaissez très bien avec la dysmorphie dynamique. C'est pour ça que j'ai mis cette diapo qui est sur Internet, où on voit en B la petite fille. Et puis, il y a certains moments où on fait le diagnostic typique de syndrome de Turner. Et quand elle est devenue une jeune femme, on ne fait pas trop le diagnostic. Par contre, ça peut être l'inverse. On peut aussi, mais c'est ce qu'on appelle la dysmorphie dynamique. Et donc, c'est extrêmement variable. Il y a un certain nombre d'éléments du diagnostic qui sont intéressants. Par exemple, on sait qu'il y a une anomalie développementale dans le syndrome de Turner parce que l'électrocardiogramme est un électrocardiogramme qui peut ressembler à celui d'un canal artério-ventriculaire avec un axe de QRS en AVR. Et éventuellement associé à des stigmates de cardiopathie hypertrophique, puis il peut y avoir des stigmates d'hypertrophie en à droite parce qu'il peut y avoir un obstacle pulmonaire. Donc en gros, ce qui est intéressant dans le syndrome de Turner, c'est que dans le syndrome de Noonan, pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus de 2 reprises, c'est que la cardiopathie la plus menaçante, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Donc c'est une anomalie de développement musculaire qui va donner la cardiomyopathie hypertrophique, qui n'est pas liée à un obstacle gauche, qui va survenir comme une cardiomyopathie hypertrophique héréditaire, dans certaines mutations de la voie race, avec certains gènes qui sont plus prévalents quand les patients ont des cardiomyopathies hypertrophiques que d'autres, et puis associé à des malformations cardiaques. Donc là, bon, voilà, la CMH avec l'obstacle et la fuite mitrale contingent. Et puis il y a des malformations, un aspect, par exemple, dystrophique et une malformation de la valve mitrale avec une discontinuité mitro-aortique, une sténose valvulaire pulmonaire, canaux atrioventriculaire, communication interauriculaire. Là, le syndrome de Noonan, ça vous montre que la frontière est très ténue entre les maladies héréditaires du muscle cardiaque, les maladies du système électrique et les malformations. Et donc ça, on a ça dans beaucoup de domaines, parce qu'on comprend bien que des altérations de la myosine vont donner des problèmes de l'appareil contractile. Et donc, on va avoir des cardiomyopathies. Sauf que certaines altérations de la myosine, comme MYH11, par exemple, vont donner des canaux artériels persistants. Voilà. Donc, séparer toujours malformation, cardiomyopathie, hypertension pulmonaire, même on pourrait aller jusque-là. Par exemple, par un gène SOX17 ou TBX15 vont donner des malformations cardiaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire en apparence idiopathique. Donc tout ça, ce sont des gènes de développement. Et donc, dans les gènes de la voie race, sont des gènes de développement. Et ce qui est important, c'est que pourquoi est-ce que ça va donner ça? Eh bien, parce qu'ils appartiennent à un réseau de gènes. Et donc, une variation génétique, une mutation dans un de ces gènes de développement va en faire déstabiliser le réseau. Et en déstabilisant le réseau, elle va éventuellement créer un déséquilibre du côté du développement du muscle, par exemple de la croissance musculaire, mais aussi créer un déséquilibre de l'autre côté de ce réseau sur une voie qui va avoir une influence morphogénétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont artificielles comme ça, et je pense qu'au cours de cet enseignement, vous le reverrez dans plein de malformations. Donc, les gènes, il y a une hérédité polygénique, et ces gènes peuvent appartenir à des réseaux, c'est-à-dire il y a des gènes majeurs, mais qui peuvent déstabiliser des réseaux complets. Ça, c'est un exemple. Le syndrome de Marfan. Donc là aussi, c'est quelque chose, et je commence par le réseau tout de suite. Le syndrome de Marfan, qui a été décrit par Marfan, qui était un pédiatre qui travaillait à Necker, un biomédicien, qui a décrit le syndrome. En fait, le premier syndrome qu'il a décrit, c'est une arachnodactylie chez un petit enfant. Donc, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un syndrome de Marfan. Mais en tout cas, depuis maintenant, on le fait très très court. Le syndrome de Marfan, c'est une maladie du tissu de soutien. Et au début, c'était vachement bien parce que le gène, c'est la fibrilline. Ah, une protéine majeure de la paroi artérielle, ça explique tout. Voilà.
Et puis, on s'est rendu compte que ce réseau microfibrillaire que vous voyez en haut, la matrice extracellulaire avec en vert la fibrilline, la fibronectine, LTBP, et puis ce réseau interagit et fait partie d'une voie métabolique qui est la voie du TGF-bêta. La voie du TGF-bêta, et que ce TGF-bêta, ben, il est pour, on va dire, réguler, renouveler, faire fonctionner la matrice extracellulaire et faire en sorte qu'elle soit en permanence, on va dire, comme il faut, pour faire simple, eh bien, il interagit bien sûr avec un certain nombre d'éléments qui sont cette fois-ci à la surface de la cellule, les récepteurs au TGF-bêta, et à l'intérieur de la cellule, qui est la voie des SMAD, d'accord? Et en particulier SMAD3, il y a aussi SMAD4 dedans, puis à l'intérieur du noyau, il y a un certain nombre de cibles moléculaires. Donc, tout ceci constitue un réseau métabolique. Et on sait que la maladie de Marfan, c'est la fibrilline qui ne marche pas, d'accord? Mais il y a plein de maladies du tissu de soutien et des maladies qui ressemblent à des maladies de Marfan, comme par exemple le syndrome de Loeys-Dietz, qui est une mutation du récepteur TGF-bêta. Le syndrome d'ostéoarthrite anévrisme aortique qui est lié à des mutations SMAD3, etc., etc. Donc, je vais vous montrer juste quelques exemples, mais je n'ai pas mis de diapo exprès parce que ça faisait peut-être un peu long. Après, on se dit, mais la maladie de Marfan, c'est les grands mecs, là, le général de Gaulle, puis il meurt de l'anévrisme à Colombelles-les-Deux-Églises. Donc, hein, on comprend bien, voilà, c'est Lincoln, s'il n'était pas mort avec une balle dans la tête au théâtre, eh ben, il serait mort de sa maladie de Marfan, ou Paganini, etc. Donc ça montre que tout le monde a bien reconnu ce que c'était, qu'on peut les reconnaître dans la rue. On dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, que le gène de la fibrilline, ça donne que des grandes tailles? Alors, on a dit parce que c'est fragile, donc tu grandis plus. Puis l'aorte, c'est plus fragile. Mais ça n'existe pas le système où tu es plus petit, par exemple. Que si tu as une mutation, pourquoi tu pourrais avoir toujours le même effet dans le même sens? Et donc, effectivement, c'est pour un raisonnement pour faire court. Aujourd'hui, on connaît des contre-types de maladies de Marfan qui s'appellent les dysplasies acroméliques. Et donc, le syndrome très caractéristique, par exemple, c'est le syndrome de Mir. C'est des gens qui sont petits, ils ont des petites aortes, des petites mitrales. Et il y a la dysplasie acromicrique, la dysplasie géléophysique. Donc, toutes ces maladies-là, eh bien, elles sont liées, ce sont des contre-types des maladies de Marfan, syndrome de Loeys-Dietz, syndrome d'ostéoarthrite et anévrisme de l'aorte, qui sont liés aussi au même système métabolique avec en plus d'autres gènes, ADAMTS2, etc. Donc tout ça, c'est un réseau métabolique autour de la matrice extracellulaire qui va expliquer de très nombreux syndromes qui est dans la voie du TGF-bêta. Et donc le syndrome de Marfan, voilà, les symptômes, ça vous le savez, le squelette, les mains, la luxation du cristallin, l'anévrisme aortique, les signes majeurs, les signes mineurs, tout ça c'est marqué dans les livres. Une forme particulière, c'est le syndrome de Marfan néonatal, avec un hotspot de certains exons qui va donner des Marfan très précoces avec une arachnoidactylie. C'est probablement un patient comme ça qui a décrit Marfan au départ. Donc ça, c'est des variations dans le gène de la fibrilline, avec des anomalies squelettiques, des enfants qui ont des anévrismes aortiques. Ils ont des aortes nouveau-nés qui mesurent 24 mm. Donc énorme, comme un adulte. Donc parfois, on a besoin de les opérer. Et ils ont une dysmorphie qui est très, très caractéristique. Donc ça, c'est rare. Le syndrome de Loeys-Dietz, c'est des mutations dans le récepteur de TGF-bêta de type 1. Donc, avec la dysmorphie faciale, je vais vous en remontrer. L'anévrisme aortique, c'est pour ça qu'on le met dans ce même chapitre. Il peut y avoir des anomalies du crâne à type de craniosténose, des fentes palatines, le pectus excavatus, une hyperlaxité, la scoliose. Donc, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées avec le syndrome de Marfan. Donc là, voilà des patients qui ont un syndrome de Loeys-Dietz. La dysmorphie faciale, c'est moins évident. Il y a des patients qui ont des dysmorphies plus évidentes. Et la luette bifide, uvula bifida, qui est le truc assez caractéristique. Il faut leur regarder la gorge. Ils peuvent avoir aussi des formes palatines, j'ai déjà dit. Et puis, ils peuvent avoir aussi des bébés qui ont le Loeys-Dietz, peuvent avoir le pied beau. Et il n'est pas rare qu'ils aient des instabilités du rachis cervical, qui peuvent être très, très, très graves. Moi, je suis plusieurs enfants qui ont dû être opérés de ces instabilités du rachis de façon très précoce. Et bien sûr, les artères, elles sont anévrismales, mais elles ne sont pas seulement anévrismales, elles sont aussi tortueuses. Donc, il y a une tortuosité
artérielles, qui fait qu'elles sont plus longues qu'elles ne devraient être. Et donc, ça peut faire douter du diagnostic de syndrome de Loris-Dietz pour un syndrome qui s'appelle le syndrome des artères tortueuses, qui est aussi un autre syndrome qui n'est pas tout à fait dans la même voie métabolique. Et bien sûr, il y a des anomalies de la peau, avec la peau translucide. C'est un peu comme des vergetures du syndrome de Marfan. Et le syndrome ostéoarthrite anévrisme, donc il y a des atteintes articulaires, des anévrismes aortiques, et puis il y a aussi la luette bifide, et c'est lié à des mutations dans le gène SMAP3. Donc, d'accord, donc là, un groupe, c'est logique, c'est la matrice extracellulaire, c'est logique. Le cristallin, c'est parce que c'est fragile. Les os, c'est parce que c'est fragile. Donc on a l'hyperactivité, c'est tout mou, donc on se déforme. L'aorte, c'est pareil, c'est tortueux, ça se dilate, ça se dissèque. Donc tout ça, ça fait du sens, mais c'est des gènes qui appartiennent au même groupe métabolique. Le syndrome de Dijorge, donc il a été décrit initialement chez des patients qui avaient un déficit immunitaire, ce qu'ils n'avaient pas de thymus. Et on sait aujourd'hui que c'est lié à une délétion du chromosome 22. Et donc, cette délétion du chromosome 22 va avoir comme des conséquences sur un certain nombre d'organes. Donc là, c'est le mécanisme de la délétion. Donc voilà, il y a un petit bout du chromosome 22 qui s'en va. En plus, après, ça se remet. Et donc, on perd un certain nombre de gènes. Et quand on perd un certain nombre de gènes, la question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'on va avoir dans le syndrome de Dijorge, c'est-à-dire la dysmorphie faciale, le retard intellectuel, l'hypoplasie thymique avec le déficit immunitaire, l'hypoplasie des parathyroïdes avec l'hypoglycémie, les malformations cardiaques, éventuellement les anomalies des mains. Est-ce que tout ça, c'est lié au fait qu'on a perdu un gène de la thyroïde, un gène des parathyroïdes, un gène du thymus, un gène du cœur, un gène du développement cérébral, successivement, c'est-à-dire que la délétion a emporté ces gènes-là. D'accord ? Si la délétion était plus petite, éventuellement, il y aurait des syndromes de Dijorge où il n'y aurait que le cœur, par exemple. Parce qu'il n'y aurait que le gène du cœur qui aurait été... Quand on fait ça, on appelle ça un syndrome de gène contigu. C'est-à-dire que les différents éléments du phénotype sont liés à la perte d'un gène pour chacun des éléments du phénotype. D'accord ? Dans le syndrome de Dijorge, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on imagine les choses et que les choses sont comprises. En fait, ce qu'on perd, c'est qu'on perd un gène majeur du développement, probablement plusieurs, mais au moins un gène majeur du développement qui est TBX1, qui va influencer donc, la migration des cellules de la crête neurale. D'accord ? Et donc, ce gène est perdu dans la délétion et ce n'est pas un syndrome de gène contigu. C'est parce qu'il y a un gène majeur qui est perdu. Et ce gène va avoir un rôle pléiotrope dans le développement, à la fois sur les muscles de la partie basse du visage, la mandibule par exemple. Donc, ça va donner tous les problèmes d'oralité qu'on rencontre dans ce syndrome. Donc, la migration du thymus, la migration des parathyroïdes et la migration des cellules de la crête neurale vers la région conotroncale et donc contribuer au développement de la voie d'éjection du cœur. Et donc, cette fois-ci, le syndrome de Dijorge, ça illustre non pas un réseau métabolique, comme on pouvait l'avoir soit dans Reims, soit dans Marfan, mais le fait qu'il y en a un gène majeur, c'est vrai, mais qui va perturber un mécanisme embryonnaire. Et ce mécanisme embryonnaire est un mécanisme complexe qui va avoir des conséquences multiples en termes de phénotype, à la fois cardiaque et extracardiaque. Et donc, on fait le diagnostic en évaluation in situ moléculaire. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'une bande rouge. Donc, c'est ça le syndrome de Dijorge. Le syndrome de Williams, c'est aussi un syndrome microdélétionnel, puisque le syndrome de Williams-Eberen, c'est un syndrome dans lequel on perd un morceau du chromosome 7 et ça va donner, comme cardiopathie, des sténoses supravalvulaires aortiques pour la cardiopathie qui est préoccupante, éventuellement des sténoses des branches pulmonaires, puis une artériopathie diffuse en fait. Et ça, on comprend bien pourquoi, c'est parce que dans la délétion du chromosome 7, on perd le gène de l'élastine. Mais en fait, ce n'est pas le syndrome de Williams-Eberen qui a été identifié en premier historiquement. Ce qui a été identifié en premier, c'est la mutation dans le gène de l'élastine dans les formes familiales de sténose supravalvulaire aortique. C'est ça qui a été vu en premier. Et ensuite, les généticiens se sont dit, ah bah tiens, dans le syndrome de Williams-Eberen, la cardiopathie la plus classique, c'est la sténose supravalvulaire aortique. Qu'est-ce qui se passe dans le gène de l'élastine? Et ils ont vu qu'il était délété. Enfin, un de ses allèles était délété. Et ensuite, dans cette délétion emporte d'autres gènes qui sont responsables des autres éléments du syndrome. D'accord? Et donc, le syndrome de Williams-Eberen, c'est un syndrome de gène contigu.
dans les syndromes de gènes contigus, ce n'est pas notamment une addition stricte, hein, parce qu'il y a des relations spatiales et des interactions des gènes les uns avec les autres, soit au sein du même chromosome, soit entre les chromosomes, et qui fait que tous les éléments du phénotype ne sont pas totalement expliqués par la perte de chaque morceau de la délétion. Mais en tout cas, pour le gène de l'élastine, c'est très clair. Il y a des formes isolées, familiales, de mutations dans le gène de l'élastine qui ont un certain nombre d'éléments phénotypiques du syndrome de Williams, à la fois vasculaires et cutanés ou digestifs, par exemple, comme les diverticules vésicaux ou la diverticulose colique. Voilà la sténose des branches pulmonaires, les sténoses coronaires, de l'artériopathique diffuse, le syndrome de Williams. Le syndrome de Kabuki, j'ai fait des choix exprès. Dans le syndrome de Kabuki, il y a des cardiopathies de plein de sortes. Hein. La dysmorphie que vous connaissez avec cet aspect de maquillage de théâtre japonais, qui est le maquillage Kabuki, hein, donc du théâtre japonais. Des anomalies des extrémités, avec donc les mains courtes, trapues, et puis cette petite boule sur la pulpe des doigts, les gros pouces, le palais éventuellement ogival. Et donc, le syndrome de Kabuki, ça a mis beaucoup de temps pour trouver le gène. Et donc, les gènes du syndrome de Kabuki, il y en a je ne sais pas combien, il y en a au moins 3 en tout cas, dont je me souviens, ils ont des modes de transmission qui sont variés, dominants, liés à l'X, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un autre mode de transmission. Ce qui est important, c'est que ces gènes-là, ce n'est pas des facteurs de transcription comme dans beaucoup de malformations du cœur, ce n'est pas des gènes de structure comme l'élastine ou la fibrilline, c'est des gènes qui vont modifier la méthylation des histones. Et donc, ils vont modifier la possibilité qu'ont certains gènes de s'exprimer ou pas. D'accord ? Et donc, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si ils inhibent un inhibiteur, ça va faire plus. S'ils inhibent un activateur, ça va faire moins, etc. D'accord ? Donc, ils vont modifier, comme vous le voyez, ils vont modifier la configuration spatiale de l'ADN pour que certains gènes s'expriment. Et donc, ce sont des mutations dans des gènes qui vont avoir des conséquences sur l'épigénèse, sur la façon dont les autres gènes vont être régulés. Donc, c'est une vraie mutation, c'est-à-dire une maladie héréditaire, mais qui va avoir des conséquences sur l'expression d'autres gènes et dans d'autres systèmes, sur d'autres chromosomes. Et donc, il y a plusieurs gènes comme ça. Et si vous regardez un certain nombre d'autres syndromes associés aux malformations cardiaques, il y en a plein. Ben, par exemple, l'association charge. Donc, vous voyez à gauche, avec l'hypoplasie des Cohen, les anomalies génitales, l'atteinte cardiaque, le retard mental, le colobome, les anomalies des oreilles, etc. C'est CHD7, c'est le gène principal du syndrome de Charge, mais c'est aussi un gène qui va altérer l'expression d'autres gènes dans plein d'organes. Donc, ça va fonctionner aussi sur des mécanismes épigénétiques. Le syndrome de Cornelia-de-Lange, par exemple, c'est la coésine, mais aussi plein d'autres gènes. Le syndrome de Odo, que vous voyez en haut, avec l'épicanthus très marqué, où on peut voir plein de cardiopathies congénitales de plein de formes. Le syndrome de Lujan-Fritz, que vous voyez au milieu, Opis Cravedia, etc. Donc, il y a plein de syndromes qui sont liés à des variations dans des gènes qui vont réguler la conformation de l'ADN. Donc, ce n'est pas des variations du génome, enfin, c'est des variations du génome, effectivement, mais qui va influencer l'expression d'autres choses. C'est pour ça qu'il va y avoir un caractère multi-organe et syndromique. Et bien sûr, ça va influencer le développement du cœur. Donc, dans les syndromes, on peut les apprendre en disant tel syndrome c'est associé à ça. Mais si par exemple vous prenez Cornelia-de-Lange, ben, vous allez avoir plein de malformations. Mais on comprend bien pourquoi. Ce n'est pas une mutation dans un gène de développement comme le syndrome de Dijorge, ce n'est pas crête neurale. Ça influence l'expression de plein d'autres gènes. Donc, ça va donner éventuellement plein de malformations parce que ça va intervenir à des moments et dans des espaces différents du développement cardiaque. D'accord ? Donc, si on résume ce que je viens de dire sur cette partie-là, les malformations cardiaques, c'est des maladies polygéniques. C'est ce qu'on a vu dans la trisomie 21. On va voir si ça s'applique vraiment et on va voir ça sous un autre angle avec les cardiopathies isolées. Il faut les comprendre en termes de mécanismes embryologiques, c'est ce que nous apprenons en genre. Et il faut les apprendre en termes de réseau de gènes, de coopération de gènes, ce qui peut expliquer l'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire que pour une même malformation, on va avoir plusieurs gènes,
Et il faut aussi les comprendre comme des maladies qui ont une part épigénétique, qu'elles soient environnementales, on peut lier un peu l'épigénèse à l'environnement, ou par des vrais, mais par des, pas des vrais, par des mécanismes moléculaires hérités, et donc qui font qu'elles sont très iotropes dans leur expression. Donc on peut avoir pour un même gène plusieurs malformations. Donc, je pourrais ne pas faire la deuxième partie, mais on va voir que c'est vrai pour les cardiopathies isolées en essayant de donner d'autres choses. Pour le syndrome de Waardenburg, je suis désolé, j'avais oublié celui-là. Là aussi, c'était à nouveau, il y a plein de syndromes de Waardenburg. Donc, mais dans le syndrome de Waardenburg de type 1, c'est une variation dans un gène isolé qui va influencer un mécanisme qui est le développement des cellules de la crête neurale. Et c'est pour ça qu'on a ce type d'anomalie avec l'hétérochromie aérienne dans cette population. C'est une population des Philippines dans laquelle le gène s'égrège. C'est pour ça que, comme les photos sont belles, on le montre toujours. Donc ça, je viens de le dire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît en termes de causes génétiques des malformations cardiaques? Donc, c'est marqué sur cette diapositive. Les aneuploïdies, c'est-à-dire les anomalies des chromosomes, on a vu. Donc, c'est 13%, un peu plus que ce que je vous ai dit. Et CNV, c'est-à-dire les variations de segments, c'est à peu près 10%. Les formes héritées, 1%, c'est ce que j'ai dit au tout début du cours. Les modifications de la chromatine, 3%. Les SNV, c'est la single nucleotide variant, 7%. Environnemental, on va dire toxique, etc., 10%. Et en fait, vous voyez que dans plus de la moitié des cas, on n'en sait rien. Ce n'est pas parce que la diapositive date de 2017 que les chiffres ont changé. C'est toujours à peu près ça. Maintenant, est-ce qu'on a des connaissances sur le nom des gènes? Autrement dit, est-ce qu'il faut pour faire de la cardiologie pédiatrique, se taper les noms des gènes et les apprendre? Ben, certainement pas. D'abord, si on regarde les copy number variations, c'est-à-dire les CNV, c'est-à-dire ce que vous allez voir, vous allez faire un CGH arrêt. Vous voyez une tétralogie de Fallot, vous allez faire un karyotype, il n'y a pas de trisomie 21, bon, très bien. Vous regardez s'il y a une délétion du chromosome 22. Bon, il n'y a pas de délétion du chromosome 22. Donc après, vous allez augmenter la résolution. Vous allez faire CGH arrêt. Et on vous répond sur le chromosome 16, présence de duplication, machin, de signification inconnue. Voilà. Après, il faut aller parler aux parents. Voilà. Donc ça, on en connaît plein. Et le rendement est bon. D'accord? Donc, il y a beaucoup de littérature qui dit, ben, moi, je fais du dialyse prénatale, et quand je fais des tétralogies de Fallot, je fais du CGHRL, ou de très haute résolution et tout ça. Et une fois sur 20, dans les tétralogies de Fallot qui n'ont pas de trisomie 21, pas de délétion de chromosome 22, je trouve des variations de signification inconnues. Donc ça, c'est très intéressant pour les chercheurs, parce qu'on peut chercher dans ces variations des gènes qui sont soit dans cette variation, soit à proximité de cette variation, qui vont être des nouveaux gènes de développement de tétralogie de Fallot. C'est intéressant sur le plan conceptuel. Par contre, en pratique, pour aller parler aux parents, c'est compliqué. On a trouvé une anomalie génétique chez votre futur enfant qui a une tétralogie de Fallot et la signification est inconnue. Moi, j'ai du mal à expliquer, mais bon. Donc, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Si on parle de recherche, c'est très intéressant, mais si on parle de pratique clinique, c'est pas vrai. Et si on regarde même des papiers, vous voyez, en 2012, dans 15% des cardiopathies congénitales isolées, on trouve des variations de nombre de copies de certains segments de chromosomes. Et dans les formes syndromiques, c'est-à-dire où il y a plusieurs malformations chez le fœtus, on le trouve dans à peu près entre un quart et un tiers des cas. Donc c'est beaucoup. Donc il est très probable que le contenu du génome va donner un risque. Mais par contre, l'interpréter pour prédire, c'est très compliqué. Les mutations dans des gènes isolés, c'est très rare. Et donc, ce que je vous disais, c'est le caractère polygénique et qui a été longtemps dit comme multifactoriel. C'est-à-dire que les malformations multifactorielles, ça veut dire qu'on n'en sait rien en fait. C'est pour faire semblant de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on connaît vraiment? Eh bien, dans les formes familiales, c'est-à-dire que quand on a une forme familiale, par exemple, c'est avec une transmission père-fils, comme l'arbre qui est marqué à gauche, c'est pas si mal que ça, parce que quand on fait un panel de gènes de malformation cardiaque connus, vous mettez sur une puce à ADN 150 gènes de malformation cardiaque congénitale connus, à cette époque-là, c'était à peu près ça,
eh bien, on va voir qu'une fois sur 3, une fois sur 2, on va trouver un gène dans la famille. Ce n'est pas un rendement catastrophique quand même. Ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas catastrophique. Mais je vous rappelle que les formes héréditaires, avec une transmission père-fils comme ça, c'est-à-dire typiquement mendélienne dominante, c'est 1% des gens. Hein. 1% des cardiopathies congénitales. Hein. D'accord? Vous n'allez pas en voir souvent. Hein. Et donc, par contre, dans les formes isolées, et bien, si on enlève les CNV et les variations de novo, c'est-à-dire non héritées dans les gènes connus, ben dans 80% des cas, on ne sait pas. D'accord. Donc, si on dit que les CNV, c'est de signification connue, on arrive à 90% des cas, on ne sait pas. Donc, on peut faire des panels de gènes dans les cardiopathies isolées, mais d'abord, être sûr que c'est la cause, ça va être difficile. Et même si on affirme que c'est la cause à chaque fois, on n'en trouve pas souvent. Et puis, quand il y a des malformations extracardiaques, je vous ai dit que c'était un peu plus rentable, mais en sachant que l'objectif de tout ça, c'est de savoir si on peut éventuellement conseiller la famille ultérieurement. On va voir que ça reste très difficile. Et donc, le fil du cours, j'utilise toujours celui-là, c'est un vieux papier qui est, donc, vous n'étiez pas né, sur l'hérédité multifactorielle. Et la conclusion de ce travail, c'était que les malformations, c'était multifactoriel parce qu'on ne trouvait pas les causes génétiques, soit parce qu'on est encore ignorant, soit parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Et donc, c'est la combinaison du rôle du génome, de l'environnement, du fond génétique, du génome individuel, je devrais dire, de l'environnement, du fond génétique, et puis de mécanismes qu'on appelle stochastiques, c'est-à-dire qu'on connaît les conditions, on connaît le fond génétique, l'ethnie, comme on a discuté pour la trisomie 21, on peut connaître tout le génome du patient, on peut connaître la partie du ses antécédents génomiques, c'est-à-dire papa-maman, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup, des trios pour chercher certaines anomalies. Et pourtant, il y a des mécanismes qui vont être aléatoires une fois ces conditions initiales fixées, c'est ce qu'on appelle les mécanismes stochastiques. Donc, on ne peut pas tout prédire, on va voir ça juste après. Et donc, la conclusion du papier de Morin, c'était qu'il n'y avait pas de base génétique pour les cardiopathies congénitales en général. Ça pouvait être déprimant, on pouvait dire, bah, tiens, on n'a qu'à s'arrêter là. Que les anomalies chromosomiques représentaient la majorité des causes de cardiopathie congénitale. On a vu que ça, c'était déjà faux. Et que, donc ça, c'est faux, que c'était peut-être rentable de chercher des mutations dans des gènes uniques pour les malformations cardiaques. Et puis enfin, la dernière hypothèse, c'était que c'était multifactoriel avec un produit de génétique et environnement, et on va essayer de discuter ça après. D'abord, est-ce qu'il y a de la génétique des malformations cardiaques isolées? Autrement dit, est-ce que on peut penser qu'elles sont génétiquement déterminées? Ou je ne devrais pas utiliser le terme génétique, je devrais utiliser le terme héritable. D'accord? Héritable, c'est est-ce qu'on peut transmettre. Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir un caractère familial? On a vu, 1% des cas, ça ne fait pas beaucoup. Mais en fait, pour savoir s'il y a un rôle du génome dans le déterminisme des malformations cardiaques, on peut utiliser un truc tout simple, c'est de regarder les jumeaux. Si vous regardez des jumeaux de même sexe, vous ne savez pas s'ils sont monozygotes ou dizygotes, mais ils sont de même genre. Donc la probabilité qu'ils soient monozygotes est plus élevée que s'ils sont de sexes différents. S'ils sont de sexes différents, c'est comme des frères et sœurs. Donc quand on regarde le risque relatif d'avoir la même cardiopathie congénitale, d'accord, la même cardiopathie congénitale, dans ce papier-là, chez des jumeaux de même sexe, ce risque c'est 9, donc c'est très élevé. D'accord. Donc comme ils ont une probabilité plus élevée que tous ceux qui sont listés après d'avoir le même génome, et qu'ils ont une probabilité d'avoir la même cardiopathie qui est beaucoup plus élevée, bah, ça veut dire qu'il y a une base génétique aux malformations cardiaques, c'est plié. D'accord? Tout le monde a compris? Et d'ailleurs, ça se confirme parce que si c'est un garçon ou une fille, le risque est moindre. C'est comme un frère et sœur. Et ensuite, plus on s'éloigne dans la famille, moins le risque est élevé. D'accord? Donc, il y a bien une héritabilité des malformations cardiaques. Si on regarde les jumeaux, bien, on voit que quand on regarde les singletons, pour tout type de malformation cardiaque, le risque d'avoir une malformation identique, bah, il est faible, d'accord? Il est inférieur à 1. Donc, en fait, c'est la population générale. Si on prend tous les jumeaux, le risque relatif, c'est 1,4.
Et après, si on regarde les dizygotes et les monozygotes, c'est pareil. Vous avez 2 heures. Pourquoi? Bon, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est très simple, mais la réponse, c'est normalement, s'ils sont monozygotes, il devrait y avoir un risque beaucoup plus élevé. Toute cardiopathie confondue. Hein. Tout à l'heure, j'ai bien dit la même cardiopathie pour le risque 9. Hein. Ça veut dire quoi? Si c'est pareil pour monozygote, alors que ça devrait être beaucoup plus élevé, ça veut dire qu'il y a des monozygotes qui sont discordants. D'accord? Il y a des monozygotes, par exemple, qui sont discordants. Donc là, ça veut dire, je répète, le 1,14, ça veut dire que les deux ont une cardiopathie, quelle qu'elle soit. D'accord? Pas 2 tétralogies de Fallot. Il y en a un qui a un CAV, l'autre a une tétralogie de Fallot. Pareil pour les disciples. Et quand ils sont monozygotes, pour la même cardiopathie, on a vu que c'était 9 fois. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monozygotes qui sont discordants. Donc, il y a le génome, mais il y a aussi le processus de gémellité qui va avoir un rôle épigénétique. Pour ceux qui sont pédiatres, par exemple, dans le syndrome transfuseur-transfusé, le receveur a a de temps en temps une sténose pulmonaire. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et c'est lié au mécanisme de fonctionnement du placenta dans les grossesses monocoriales biamniotiques. Et dans les mono-mono, on verra que c'est un autre mécanisme moléculaire plus complexe qui explique qu'il y a des jumeaux monozygotes qui sont discordants, parce que ce n'est pas le génome uniquement. Donc, oui, il y a une base génétique pour les malformations cardiaques. Des mutations dans un gène. Une cardiopathie, une mutation. C'est ça l'idée. Donc, pour ça, si on prend des formes familiales de tout à l'heure, je reviens et puis j'utilise la stratégie qu'on utilisait dans les années 90, ça s'appelle le clonage positionnel, identifier un gène à partir de sa position sur le génome, et on va trouver une mutation dans les formes familiales. Donc ça a été fait pour plein de maladies, maladie de Friedreich, la mucoviscidose, etc. Comme ça qu'on a trouvé les gènes. Et donc pour les malformations cardiaques, ça a été fait. Et il y a des malformations pour lesquelles ça peut être rentable, puisqu'elles sont très fortement héritées. Par exemple, les hétérotaxies. Vous voyez que le risque relatif dans les hétérotaxies, pour un apparenté au premier degré, hein, le risque, normalement, c'est 1 si ce n'est pas hérité. Pour les hétérotaxies, c'est presque 80. Et donc, dans les hétérotaxies, il y a beaucoup d'héritabilité des cardiopathies. C'est moins vrai pour les VSD, les CIV, c'est 3. Donc, globalement, l'héritabilité, le risque relatif, c'est 8. Donc, ça fait pas mal. Et donc, on peut trouver des formes familiales. Et donc, ça a commencé, l'histoire, ça a commencé par les CIA. Et comme c'était plus rentable de trouver une forme syndromique, parce que les CIA, parfois, il n'y a pas de symptômes. Donc, quand on dit, est-ce que votre grand-mère, elle avait une CIA? J'en sais rien. Par contre, est-ce que votre grand-mère, elle avait une malformation de la main? Ah oui, je me souviens bien. Et d'ailleurs, on a des photos de la main de la grand-mère. Et donc, on a utilisé le syndrome de Holt-Oram, qui est un syndrome dont je n'ai pas parlé, c'est un syndrome cœur-main. Il y a plein de syndromes cœur-main, il y en a au moins 4. Donc, dans le syndrome de Holt-Oram, il y a les 5 doigts ressemblent à des doigts. Il y a pas, le pouce, il est digitalisé. C'est une anomalie du segment radial. Et ils ont une CIA et un bloc auriculo-ventriculaire. C'est les 3 éléments du syndrome. Et donc, on a trouvé des mutations dans le gène TBX5. Par la technique que je vous ai décrite. Et on s'est dit, ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va regarder si, chez les patients qui n'ont que la CIA, vous vous souvenez, syndrome de Williams, que élastine, ils ont la sténose supravasculaire, mais ils n'ont pas les autres éléments du Williams. Donc, si on n'a que la CIA, est-ce qu'on a une mutation TBX5? La réponse est non. Mais comme on avait les familles, on a trouvé une mutation NKX2.5. Et NKX2.5, ils n'ont pas les mains, mais ils ont le bloc auriculo-ventriculaire et la CIA. Et aujourd'hui, on sait que TBX5 et NKX2.5, encore une fois, pour retenir les noms des gènes, ils s'en foutent complètement, ils interagissent dans un réseau de gènes de développement du septum interauriculaire. Donc, c'est la même idée que le réseau de gènes que je disais tout à l'heure pour la voie RAS. Donc, un même réseau métabolique. Et un autre gène du groupe Brachyurie, TBX, donne aussi que l'anomalie des mains sans la CIA et le bloc auriculo-ventriculaire.
Donc ça, c'est l'idée, la première idée. Ça veut dire que pour une CIA, on confirme qu'il peut y avoir plusieurs gènes. On a cité 2, TBX5, NKX 2.5. Aujourd'hui, on connaît GATA4, on connaît plein d'autres. Donc les individus qui ont des CIA peuvent avoir des variations dans chacun de ces gènes, mais qui font partie d'un même réseau de développement. Maintenant, le deuxième problème qui a été vu, c'est de dire, très bien, on a expliqué le syndrome de Di-George et on a dit il y a un gène majeur, TBX1, qui explique tout. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait des Di-George avec des troncs artériels communs, des Di-George avec des tétralogies de Fallot, des Di-George avec des interruptions de Cross et tout ça? Ben, je vous ai dit, c'est parce que ça perturbe un mécanisme embryologique qui est la migration des cellules de la crête neurale, comme vous l'avez vu, dans la voie d'éjection. Cette migration des cellules de la crête neurale, quand on va la perturber, ce qui va se passer derrière, c'est un petit peu compliqué à prédire parce que ça va influencer la septation de la région conotroncale. Et donc, soit il n'y a pas de septation, par exemple, on va avoir un tronc artériel commun, soit on va avoir une bascule antérieure du septum conal, on va avoir une tétralogie de Fallot, soit une bascule postérieure, on va avoir une interruption de Cross. Et donc, toute la pathologie dérivée des cellules de la crête neurale, c'est en fait ce que je disais dans mon introduction de cette deuxième partie, c'est vous connaissez les conditions initiales, c'est-à-dire que le fond génétique est le même, en admettant par exemple que le Di-George soit hérité du papa, donc la microdélétion du chromosome 22 est héritée du papa, eh bien le fond génétique, c'est le même papa, le même maman, pour deux enfants, il y en a un qui a un Fallot, un qui a un tronc plus. Ils ont la même délétion du chromosome 22, le même fond génétique hérité des deux parents, même s'ils sont différents, on va dire la même chose. Ils ont leur propre génome à côté de la délétion du chromosome 22, et derrière, il y a des mécanismes stochastiques ou aléatoires, si vous voulez, mais qu'on peut expliquer d'une certaine façon, qui vont produire soit un tronc artériel commun, soit une interruption de Cross, soit des autres malformations de la région conotroncale. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que la bascule antérieure va donner le Fallot, mais si ça ne se développait pas, le septum conal, et bien j'aurais un tronc artériel commun. Et donc, de cette idée-là, la première idée de CIA, c'est l'hétérogénéité génétique, une cardiopathie, plusieurs gènes. La deuxième idée, c'est un gène, plusieurs cardiopathies, c'est j'altère un champ du développement cardiaque. Donc, de cette deuxième idée est née l'idée de la classification mécanistique des malformations cardiaques. C'est-à-dire que les malformations cardiaques peuvent être regardées avec les classifications que vous avez vues, par exemple dans l'approche segmentaire, donc le système de Van Prague, que vous avez vu avec le professeur Houillel, mais on peut aussi avoir une approche mécanistique des malformations cardiaques dans lesquelles on va les classer en fonction du mécanisme de développement qui est perturbé. Par exemple, les anomalies de migration des cellules de la crête neurale vont donner toute la liste des malformations que j'ai vues sur la diapositive précédente. Les anomalies de répartition du débit sanguin fœtal combiné pendant la vie fœtale vont donner certaines anomalies obstructives du cœur gauche, certaines anomalies obstructives du cœur droit. Des défauts ciblés de développement, par exemple, dans les malformations de l'intestin antérieur et des veines pulmonaires, vont donner les retours veineux pulmonaires anormaux, totaux et partiels. Les défauts de la matrice extracellulaire, les CIV, les défauts de l'épine vestibulaire et des coussins endocardiques vont donner tous les CAV. Les anomalies de la boucle cardiaque, les anomalies de latéralité gauche-droite vont donner le groupe des hétérotaxies. On peut voir les malformations cardiaques de cette façon-là. Et éventuellement rechercher des gènes en fonction soit d'une anatomie précise, soit de l'appartenance à un groupe. Donc, comme je disais pour les réseaux de développement tout à l'heure. Si on prend l'exemple dans cette hypothèse mécanistique des anomalies de latéralité, vous avez peut-être vu cette diapositive au cours de l'embryologie, qui est la diapositive de la boucle. Et donc, la question, c'est que au cours du développement normal, vous savez que la latéralité, pour faire simple, on va dire, c'est on va dire qui est la gauche et on va empêcher la droite de devenir la gauche. C'est ça le mécanisme moléculaire. Parce qu'au début, quand vous avez un embryon qui est symétrique, une plaque embryonnaire, pour savoir qui est la gauche et qui est la droite, nous on le sait parce qu'on regarde l'embryon en fonction de la tête et de la queue, donc d'une autre orientation, c'est-à-dire crânio-caudale, et dessus. Donc c'est là où vous allez définir la gauche et la droite. Mais moléculairement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va exprimer des gènes sur l'ensemble de l'embryon, et en fait, ils vont diffuser avec un mécanisme des cils, je ne sais pas si elle vous a parlé de ça, Lucille, voilà, pour balancer les gènes et dire ça, c'est la gauche, donc c'est nodal, par exemple,
Et ensuite, il y a une barrière au milieu pour empêcher les gènes qui disent que la gauche est la gauche d'aller à droite. Donc, c'est le système qui est bloqué par l'activine. Bon, si on ne sait pas les détails, ce n'est pas grave, hein, on s'en fout. L'idée générale, c'est ça. On dit qui est la gauche, mais la droite n'est pas la gauche. C'est comme ça que c'est défini. Maintenant, si je n'ai pas d'information de latéralité, c'est ça qui est une question fondamentale en termes de malformation. Si je ne sais pas qui est la gauche et la droite, ça ne va pas être si simple que ça. On peut avoir un truc qui est facile à comprendre, c'est le situs inversus. Le situs inversus, c'est à l'envers. Mais à l'envers, ça veut dire que mon mécanisme est à l'envers, mais il y a quand même une droite et une gauche. Mais si je ne sais pas si c'est ni la gauche ni la droite, ou ni la droite ni la gauche, à ce moment-là, on va avoir le groupe des cardiopathies qui s'appelle, dans leur langage un peu désuet, les isomérismes. C'est-à-dire 2 fois la gauche ou 2 fois la droite. C'est surtout didactique de parler de ça. Ça, c'est le modèle de situs inversus de souris. C'est les mutants de rotation. J'utilise ça parce que je vais en dire juste un mot tout à l'heure. Les mutants de rotation de la coquille de l'escargot, donc gauche ou droit. Et ça, c'est le système Photoshop, vous pouvez faire avec vous, pour montrer la gauche et la droite. Donc, quand on a 2 fois la gauche et 2 fois la droite, on va appeler ça les isomérismes droits, 2 fois la droite, et les isomérismes gauche, 2 fois la gauche. Bon, on sait aujourd'hui que c'est une vision un peu simpliste des choses. Les hétérotaxies, en fait, c'est des anomalies de la latéralité des organes. Et donc, ces anomalies de la latéralité des organes, on peut les comprendre facilement. Et encore une fois, je simplifie les choses. Par exemple, si je dis le foie, c'est un organe droit, et non l'hypocondre droit. D'accord ? Si j'ai un isomérisme droit, ben, dans l'hypocondre gauche, qui est devenu un hypocondre droit, je vais avoir un foie aussi. D'accord ? Ben, c'est ça. Hein. La ligne médiane, c'est au milieu, j'ai un foie à droite, un foie à gauche. D'accord ? La rate, c'est un organe à déterminisme gauche. Encore une fois, hein, vous m'excusez de cette approximation, mais c'est comme ça qu'on raisonne. Ben, quand j'ai un isomérisme gauche, je ne peux pas avoir 2 fois, je ne peux pas ne pas avoir de foie, parce que sinon je serais mort. Hein, parce que le fœtus ne peut pas vivre sans foie. Mais on peut, à ce moment-là, quand on a un isomérisme gauche, on va avoir une polysplénie. D'accord ? Il y a des rates partout dans l'abdomen. Et j'ai oublié de dire que quand on a 2 fois à la droite, ben, le foie a pris la place de la rate, donc on est asplénique. On n'a pas de rate. D'accord ? Maintenant, ça c'est facile parce que ces organes impairs, où on peut dire ils sont gauches ou ils sont droits. Pour les yeux, on va dire c'est facile de les inverser, c'est pareil, etc. Pour le cœur, c'est, si vous vous souvenez du développement avec le tube cardiaque initial, l'asymétrie est acquise. Au début, le tube il est du pôle veineux au pôle artériel. Ensuite, l'asymétrie est acquise dans le cœur. Ce n'est pas présent au départ. Bon, il y a plein de mécanismes précoces dont on pourra discuter. Et donc, quand on regarde le cœur, en fait, on va se rendre compte que dans le cœur, il y a des structures droites et des structures gauches. On les connaît parce qu'on leur donne des noms nous-mêmes. On appelle ça l'oreiller de gauche, l'oreiller de droite. On leur donne des noms. Mais comment est-ce que c'est déterminé ? Ben, en fait, il y a une identité moléculaire. Et si vous regardez le situs solitus qui est à gauche ici, vous voyez qu'on a l'oreillette droite et le ventricule gauche qui sont marqués par les mêmes marqueurs. D'accord ? Ils sont noirs. Le ventricule droit et l'oreillette gauche restent en blanc. Quand on regarde ici, qu'on croise avec une souris qui a un situs ambigu, une hétérotaxie, vous voyez que tout compte fait, on a 2 oreillettes droites. Vous voyez l'oreillette droite qui est là, et l'oreillette gauche qui n'était pas marquée, elle a la flèche blanche, elle est à nouveau marquée. Donc on a changé l'identité moléculaire de l'oreillette située à gauche pour en faire une oreillette droite. Et vous avez peut-être vu les auricules, l'isomérisme des auricules. Ouais. Donc, où il y a 2 auricules droites et 2 auricules gauches dans les hétérotaxies. Si on pousse un tout petit peu plus loin, dans le cœur, il y a plein de niveaux d'asymétrie. Il y a les oreillettes, mais il y a aussi la jonction atrioventriculaire, les ventricules et les vaisseaux. Et si on se concentre sur les vaisseaux, l'aorte et l'artère pulmonaire, on va dire l'aorte, c'est le truc qui est gauche et l'artère pulmonaire, c'est le truc qui est droit. Mais comment est-ce que s'établit cette latéralité des vaisseaux ? Elle va s'établir par la séparation, c'est l'acceptation, ça c'est crête neurale. Mais comment est-ce que l'aorte va être au-dessus du VG et l'artère pulmonaire au-dessus du VD ?
Eh bien, c'est par la rotation du myocarde à la base des deux vaisseaux. Ça aussi, on vous l'a dit, je pense. Et donc, cette rotation du myocarde à la base des deux vaisseaux va amener l'aorte en bas, en arrière et à droite, et l'artère pulmonaire en haut, en avant et à gauche, au-dessus de l'infundibulum, avec le pulmonary push qui vient du second champ cardiaque. Et donc, quand on regarde des souris normales, là-haut, on voit que l'artère pulmonaire et l'aorte se croisent, d'accord? Et donc, on voit bien le bleu du myocarde qui est au pied du domaine sous-pulmonaire. Donc, c'est en C. Et quand on croise cette souris, qui s'appelle une souris cardiosensor, c'est-à-dire qui va reporter le myocarde sous-pulmonaire, avec une souris qui a une anomalie de la latéralité dans le gène PITX2C, eh bien, on voit que la septation est normale. La septation, c'est le cloisonnement ici, d'accord? C'est le septum interaortopulmonaire. Par contre, les vaisseaux sont parallèles. C'est une transpo, avec l'aorte au-dessus du ventricule droit et l'artère pulmonaire au-dessus du ventricule gauche. Ils n'ont pas tourné. Donc, leur latéralité, la variation de PITX2C supprime la latéralité gauche-droite dans ce segment du myocarde et fait que les vaisseaux sont inversés. Ça, c'est un des mécanismes de transposition des gros vaisseaux. Donc, la transposition des gros vaisseaux, c'est un défaut de latéralité. Certes, ce n'est pas une hétérotaxie dans laquelle il y a une anomalie de l'asymétrie des organes qui est diffuse depuis le cerveau jusqu'à tous les organes viscéraux, mais c'est localisé dans un segment du cœur. Donc, et qui va donner la transmission des gros vaisseaux. Aujourd'hui, on connaît plusieurs variations génétiques de latéralité qui donnent les transpositions des gros vaisseaux. Qui sont très rares, mais qui prouvent ça quand même. Et pour les ventricules, par exemple, on connaît aussi il y a une malformation qui s'appelle la double discordance, dans laquelle les ventricules sont inversés pour faire ça. Et donc, c'est donc une inversion du ventricule droit et du ventricule gauche. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est vrai. Et un des arguments pour penser que c'est aussi un défaut segmentaire de latéralité, c'est la coexistence dans certaines familles de CCTGA, c'est-à-dire transposition corrigée des gros vaisseaux, et de transposition des gros vaisseaux, c'est-à-dire double discordance et transpo. Donc, des défauts segmentaires de latéralité sont héritables. C'est un mécanisme global qui fait partie du mécanisme hétérotaxie ou défaut de latéralité gauche-droite. Donc, on a vu qu'il y avait l'hétérogénéité génétique, un gène, une malformation parmi plusieurs gènes, l'hétérogénéité phénotypique, un gène, plusieurs malformations, c'est l'exemple du petit Georges. On a vu que certaines malformations pouvaient être regroupées en fonction de leur mécanisme, et quand on les comprend sur le plan développemental, la transposition des gros vaisseaux, elle est localisée dans la région conotroncale, comme un phallo, mais ce n'est pas une cardiopathie conotroncale, c'est un défaut de latéralité. Donc, la connaissance des mécanismes de développement permet de classer correctement et donc de trouver des gènes correspondants. Il n'y a pas de délétion du chromosome 22 dans la transposition des gros vaisseaux, on n'en trouve jamais. Donc, c'est une malformation qui appartient à un autre mécanisme. Et ensuite, si on regroupe tout ça, comment est-ce qu'on va expliquer, par exemple, la coarctation de l'aorte? La coarctation de l'aorte, ça peut procéder de plusieurs mécanismes. Donc, il y a une hétérogénéité génétique des coarctations de l'aorte parce qu'il y a plusieurs mécanismes. Les maladies de l'isthme aortique, ça on connaît, des anomalies très localisées d'expression des gènes, des coarctations de l'aorte acquises pendant la vie fœtale lors de la symétrie ventriculaire, les interruptions de Cross ou les syndromes de coarctation par bascule postérieure du septum conal, et puis il y a éventuellement des gens qui pensent que ça peut être aussi un défaut de latéralité quand la veine cave supérieure gauche gêne le remplissage ventriculaire en gauche. Et donc la variabilité de la morphologie au sein d'une même anomalie, là aussi, ça procède de certains mécanismes qui sont, qu'on peut appeler stochastiques, mais qu'on peut aussi expliquer sur le plan mathématique. Par exemple, dans les atrésies pulmonaires avec communication interventriculaire, il y en a avec des artères pulmonaires qui sont magnifiques, en haut à gauche, à droite, et puis il y en a avec des collatérales aortopulmonaires multiples. Et ça, aujourd'hui, on sait mathématiquement, on a certaines hypothèses pour expliquer ces variations morphologiques qui ne sont pas fondées sur le génome et qui sont inspirées de ce qui est connu à la fois sur la morphologie, donc le dosage génique, pour expliquer la morphologie du bec et du pinson du Galapagos, mais qui peut aussi expliquer les variations morphologiques des coarctations de l'aorte. Là aussi, on connaît bien ces mécanismes-là de variation de forme liées à des variations d'expression de certains gènes. Donc, si on résume maintenant des modèles génétiques de malformation cardiaque, on a les formes familiales avec les différents modes d'hérédité.
mais on a vu que c'était des raretés. D'accord? Il y a des formes dominantes, des malformations cardiaques, il y a des formes héritées dans certaines formes syndromiques, avec aussi différents mécanismes mendéliens d'hérédité. Il y a des formes autosomiques récessives, et on voit bien dans les populations qui sont très consanguines qu'il y a plus de malformations cardiaques. Par exemple, dans la population qui vit en Israël, il y a beaucoup plus de malformations cardiaques qu'en Europe occidentale, parce que la consanguinité est très forte par l'absence de mixité des populations, ou de certaines populations, je devrais dire. C'est vrai aussi dans certaines régions, comme dans les pays du Golfe, où il y a plus de consanguinité, donc il y a plus de malformations, en particulier plus d'hétérotaxie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une hétérogénéité génétique qui est liée à l'interdépendance de certains gènes au sein de réseaux de développement, TBX5 et NKX2.5, et il y a une hétérogénéité phénotypique, donc, comme on l'a vu dans le 42 disgenre, mais qui peut être liée aussi à certains mécanismes environnementaux, comme dans la gémellité. Donc maintenant, un des arguments pour finir, il doit me rester 2-3 diapos, c'est que si les malformations cardiaques complexes étaient héréditaires, bah, il n'y en aurait plus. Pourquoi? Parce qu'au temps de Cro-Magnon, il n'y avait pas de CEC. Hein. Donc, survivre avec une transpo simple, héritable, voilà, c'est peu probable. Et ensuite, en termes de sélection, c'est-à-dire d'histoire de sélection naturelle, si on est darwinien, ce n'est pas non plus concevable. Donc, les seules cardiopathies pour lesquelles on pourrait dire qu'elle pourrait être, le gène peut être préservé, c'est les cardiopathies simples où on survit jusqu'à l'âge de la reproduction. CIA, par exemple. Les autres, non. Donc, si on a une perspective effectivement évolutionniste, il n'y a pas de raison que les cardiopathies congénitales n'aient pas disparu de la surface de la planète. En tout cas, toutes les maladies qui sont létales par sélection négative. Donc, la seule hypothèse qui est valable, c'est celle qu'on a faite au départ. Je vous rappelle qu'on l'a faite dès la trisomie 21, que les malformations cardiaques sont multigéniques, c'est-à-dire ou polygéniques. Il y a de multiples variants qui contribuent individuellement à dépasser un seuil de susceptibilité qui va donner le phénotype. Donc, ce n'est pas un seul gène, c'est bien plusieurs gènes. Et je vous montre juste je vous ai déjà montré dans la trisomie 21, mais ça, c'est un travail qu'on a fait récemment. Enfin, récemment, il y a 7-8 ans déjà quand même. Le temps passe. Dans la trisomie 21, avec l'équipe de Stylianos Antonorakis, qui est un monsieur qui s'occupe de génomique à Genève. Et donc, on a pris des enfants trisomiques 21 et on a pu identifier tout à l'heure, on avait juste fait ça sur le plan ethnique, mais donc, son équipe a pu identifier 5 loci qui sont marqués en rouge sur d'autres autosomes qui influencent le phénotype qui donne le CAV. Donc, on sait que c'est 3 chromosomes 21 plus l'influence de ces 5 régions chromosomiques. Et on a fait ce travail aussi avec le docteur Le Kenyek à Nantes. C'est un travail français, transpo, coartation, tétralogie de Fallot. Bon, c'est compliqué à lire, mais on voit aussi qu'il y a plein de régions des chromosomes qui expliquent ces différents types de cardiopathie, donc sur une population d'enfants qui sont français. Ça, c'est un travail qui a été fait dans des CAV non trisomiques et qui montre exactement la même chose, c'est-à-dire avec le seuil de susceptibilité, c'est-à-dire plus on a de gènes impliqués dans le développement de la région des coussins endocardiques, c'est-à-dire de la région du CAV, plus on a de variations génétiques dans ces gènes, plus on a de risque d'avoir un canal atrioventriculaire. Ce n'est pas un seul gène, c'est plusieurs. Et le gène majeur, c'est CREDL1, mais ça, c'est un seul gène. Pour illustrer l'aspect épigénétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va influencer le phénotype au-delà de ces variations du contenu génomique et du dosage génique, eh bien, on peut utiliser des mécanismes de réversion. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certains pays qui donnaient, par exemple, de l'acide folique pour prévenir les malformations cardiaques. Et bien, ça, c'est un travail qui a été fait avec des antioxydants, avec la N-acétylcystéine, chez des souris diabétiques. Si vous regardez les 2 colonnes de gauche, contrôle et diabète, donc vous voyez que chez les souris diabétiques, les fœtus ont des malformations cardiaques dans 58% des cas. D'accord ? Et si vous les supplémentez en acide folique, c'est-à-dire en N-acétylcystéine, c'est-à-dire qui va avoir un rôle antioxydant, et bien à ce moment-là, vous allez effondrer
la proportion de malformations cardiaques dans cette population. Donc, on peut, c'est le diabète qui va donner les malformations cardiaques, et on sait que c'est un facteur de risque aussi chez l'homme, qui va le donner. Et ce n'est pas traiter le diabète, c'est au même niveau glycémique. Quand on donne un antioxydant, on va changer le développement du cœur. Donc, on a des mécanismes de prévention épigénétique des malformations cardiaques chez la souris. Et chez l'homme, ces mécanismes d'épigénèse jouent un rôle fondamental dans la régulation. On a vu tout à l'heure des exemples de mutations dans des gènes qui codaient pour des méthyltransférases ou de la méthylation, qui a joué un rôle sur la méthylation des histones. Mais on sait que ce n'est pas notamment génétique. Par exemple, l'âge maternel va jouer un rôle sur la méthylation du génome. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir un certain nombre d'anomalies cytogénétiques associées à l'âge maternel. Pour certaines anomalies théoriquement dominantes, l'âge paternel va jouer aussi un rôle par l'intermédiaire de la méthylation des histones. Donc tout ça, ça va jouer un rôle, ainsi qu'un rôle dans les gènes que l'on a vu tout à l'heure, le syndrome de Charge, le syndrome de Hodo, éventuellement le cornélia de Lange et tout ça. Ça, c'est un autre exemple, je les ai déjà dit. Donc aujourd'hui, on présente la génétique des malformations cardiaques en fonction, sous la forme, par exemple, de réseaux de gènes. Donc ça, c'est un exemple. C'est joli, je ne sais pas si c'est extrêmement pratique de les comprendre, mais ça permet de les regrouper, de voir leurs interactions, éventuellement de trouver des gènes candidats, par exemple, quand on fait des panels de gènes pour rechercher des choses en clinique, où on peut les représenter de cette façon-là en fonction du temps, des anomalies développementales précoces ou tardives, par exemple précoces, certaines hétérotaxies, tardives, les anomalies coronaires, et voir les réseaux de gènes qui interviennent à ces différents moments. Donc, il y a des choses comme ça qui sont du style big data, qui permettent d'appréhender la génétique des malformations cardiaques de façon un petit peu plus moderne que ce par quoi j'ai commencé. Donc, la conclusion, ça serait qu'il y a une base génétique aux malformations cardiaques congénitales, que les anomalies chromosomiques sont certes un problème important en clinique, puisqu'on a dit que ça représentait un patient sur 6, mais ça représente quand même la minorité de notre activité de soins, que les mutations dans des gènes uniques expliquaient très très peu d'anomalies cardiaques et qui étaient très très rarement des maladies héréditaires, et qu'on peut être donc rassurant en termes de conseil génétique dans la plupart des familles qui ont des formes non syndromiques. Et enfin, que si on veut les comprendre mieux, il faut comprendre qu'elles sont polygéniques, et donc héritées de façon polygénique, ce qui réduit encore plus le risque de récurrence intrafamiliale, ou en tout cas ce qui l'explique, et avec une expression des gènes de cardiopathie congénitale qui est à la fois l'expression du contenu génomique, mais aussi l'expression des interactions avec l'environnement, dont l'exemple le plus démonstratif dans notre domaine est celui des grossesses gémellaires, qu'on verra peut-être si on a le temps dans la deuxième partie. Voilà, je vais m'arrêter là et je réponds à vos questions si vous en avez, avant qu'on fasse peut-être un micro-break. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Pas l'heure qu'il est. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va faire... Oui. Dans l'allergie, par exemple, est-ce qu'on connaît le mécanisme socioéconomique de la cardiopathie? Alors, dans le syndrome d'Alagille, il y a donc c'est une mutation. D'abord, il y a différents types de mutations. En tout cas, c'est une voie vasculaire. En particulier, c'est la voie Notch. Et donc, on sait que par un certain nombre d'éléments phénotypiques, d'hypoplasie ductulaire ou d'hypoplasie artériolaire pulmonaire, d'hypoplasie des branches pulmonaires sont liées aux anomalies de la voie Notch. Pour la tétralogie de Fallot, qui est la cardiopathie fréquente, on sait moins, ça a été moins décrit. Et par contre, pour les anomalies de la valve aortique, qui sont aussi classiques dans le syndrome d'Alagille, il y a eu des variations du gène Notch1 qui ont été décrites chez des patients qui ont des bicuspidies isolées. Donc, en tout cas, c'est probablement aussi le même réseau moléculaire
de la voie Notch que certaines anomalies vasculaires qui donnent des petits vaisseaux. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout expliquer à chaque fois, mais en tout cas, l'idée générale, c'est que il ne faut pas s'interdire de chercher des anomalies génétiques dans les cardiopathies congénitales, même isolées. Par contre, il faut toujours être rassurant auprès des familles quand elles posent la question, qui est la seule question importante pour elles, c'est-à-dire j'ai déjà eu un enfant avec une malformation, est-ce que je vais en avoir un autre avec une malformation identique? Là, le discours doit être rassurant en termes de risque de récurrence, c'est-à-dire le risque que ça revienne est très faible parce que l'hérédité est polygénique dans les formes non syndromiques. Hein. Et l'autre chose, c'est toujours être rassurant, sans s'interdire de faire un contrôle d'échographie fétale pour le rassurer, justement. Et bien sûr, sans omettre de dire qu'il y a quand même un risque dans la population générale qui reste de 1%. Et ensuite, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que s'il y a une récurrence, c'est une récurrence dans le spectre. Ce n'est pas une récurrence à l'identique. Par exemple, j'ai eu un bébé qui a une tétralogie de Fallot. En admettant qu'il s'agisse d'une forme héritable, on peut avoir une récurrence sous la forme d'un troncus. Par exemple, cette récurrence serait logique. Elle serait logique parce que c'est des anomalies de développement de la crête neurale. Donc, si j'ai troncus, interruption de Cross et tétralogie de Fallot, ça va. Et à ce moment-là, si j'ai un gène à chercher, je vais le chercher dans les gènes crête neurale. Par contre, si j'ai une récurrence hétérotaxie, CAV, troncus, je vais avoir plus de mal. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une forme héritée, parce que dans toutes les maladies qui vont donner qui vont avoir un mécanisme, on va dire, plus pléiotrope, comme tout ce qui a influencé l'expression des gènes, ou en tout cas la régulation des gènes, par des phénomènes épigénétiques, peut donner des malformations de cette diversité-là. Donc, dans ce que je viens de dire, on peut le simplifier. Hein. Les formes familiales, c'est très rare. Donc, rassurer les familles, ce n'est pas parce que les malformations sont différentes que ce n'est pas héritable. Voilà. Et quand elles sont identiques, ce n'est pas une identité anatomique que vous devez rechercher, mais une identité mécanistique. À ce moment-là, ça raccourcit éventuellement la recherche génétique dans les très rares formes familiales que vous allez voir. Et ensuite, il faut toujours tenir compte dans le caractère familial de la possibilité de coïncidence. Par exemple, on vous dit, voilà, mon fils a une tétralogie de Fallot et mon frère avait une CIA. Il faut récupérer le compte-rendu. Hein. Moi, ce matin, j'ai vu une petite fille de 8 ans suivie pour un cœur trial droit depuis la naissance. Bon, elle n'a que dalle, quoi. Elle a juste une valve de Stachys. Elle a eu le scanner, elle a eu 12 milliards d'échographies. Mais c'est le bandit manchot, quoi. Donc, elle n'a rien, quoi. Donc, il faut aussi faire attention. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on dit qu'il y a un antécédent, il faut récupérer le compte-rendu. Il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont suivis pour des malformations qui n'existent pas. Hein. Donc, faire attention à ça. Mais par contre, ça pourrait être une coïncidence. Parce que par exemple, si on a une grande famille, vous allez dans une cour de maternelle, il y a 6 classes de maternelle avec 20 élèves, ça fait 120. S'il y en a 2 qui ont une malformation cardiaque, c'est hautement probable, hein, parce que c'est 1%, enfin un peu moins d'1% de naissance. Il y en a 2. Et si ces deux-là, qu'ils soient frères et sœurs, ce serait une coïncidence, mais c'est possible aussi. Et en termes de fréquence, c'est possible. Ce n'est pas comme si c'était 1 pour 10 000. 2 fois 1 pour 10 000, ça fait pas beaucoup. Par exemple, 2 fois une cardiomyopathie. Cardiomyopathie, hein, c'est à peu près ça la fréquence. Hein. Donc, c'est 1 pour 10 000. Donc, si vous avez 2 frères et sœurs qui ont chacun une cardiomyopathie, ben oui, ça fait familial quand même. D'accord? Mais si c'est des frères et sœurs, c'est toujours difficile. Mais
Si c'est des cousins germains, ça fait aussi familial, d'accord? C'est très rare. Mais si c'est des cardiopathies congénitales, pas obligatoirement. Et a fortiori si elles sont différentes. Il faut faire un petit peu attention à ça. En tout cas, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que la génétique des malformations cardiaques, il ne faut pas le prendre pour un sujet pratique. Ce n'est pas un truc qui va vous influencer beaucoup votre pratique. Mais en tout cas, vous allez comprendre un certain nombre de choses.